Et autrement, les podcasts des journées de l'économie autrement. A-t-on renoncé à lutter contre la pauvreté ? Bonjour, je m'appelle Laurent Jeannot, je suis directeur de la rédaction d'Alternative économique et aujourd'hui, je suis chargé d'animer cette table ronde sur la pauvreté. Alors avant de commencer, je vais essayer de vous poser un petit peu le contexte. Aujourd'hui, en France, on compte 9,1 millions de personnes qui sont officiellement pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire, officiellement pauvre ? Ça veut dire qu'elles vivent sous le seuil de pauvreté, qui est une convention statistique, et qu'elles gagnent moins de 60% du niveau de vie médian. C'est-à-dire, quand on prend la population française, si on la coupe en deux, il y a une moitié qui gagne moins, l'autre moitié qui gagne plus, et les pauvres, eux, ils sont 60% en dessous de ce niveau. C'est-à-dire que pour une personne seule, on est considéré comme pauvre quand on gagne moins de 1 200 € par mois. Ou, autre exemple, 2 500 € pour un couple avec 2 enfants. Alors 9,1 millions de pauvres en France, ça correspond à 14,4% de la population. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce chiffre, c'est l'un des niveaux les plus élevés enregistrés dans notre pays depuis le milieu des années 1990. C'est pas le record. Le record, on l'a connu en 2021 avec 14,5% de pauvres, mais on le voit, on est juste 0,1 point sous le record. Donc on est vraiment aujourd'hui en France à un niveau de pauvreté qui est très élevé. Ces statistiques, elles dressent un constat d'échec. Celui de notre incapacité collective à faire reculer la pauvreté. Et ce constat est d'autant plus inquiétant dans le contexte inflationniste actuel. Ces chiffres datent de 2022. 2022, c'est la date du début de la guerre en Ukraine. C'est la date où les étiquettes ont valsé, où les prix ont augmenté en France. Et de nombreuses études nous l'ont montré. C'est les pauvres, c'est les plus précaires qui ont subi de plein fouet cette augmentation des prix. C'était les premières victimes de cette crise inflationniste. Alors, a-t-on renoncé à lutter contre la pauvreté ? C'est la question qu'on va se poser dans ce débat avec Guillaume Allègre, qui est économiste à l'OFCE, Pascal Brice, qui est président de la Fédération des acteurs de la solidarité, Marie-Alette Grard, qui est présidente d'ATD Quart Monde, et Chénès Kirouni, qui est présidente du département de Meurthe-et-Moselle. Alors, la question qu'on va se poser, c'est a-t-on renoncé à lutter contre la pauvreté ? Pour commencer, on va essayer d'abord de se poser la question d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, qu'est-ce qui pêche dans les politiques publiques, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, pourquoi on est jusque-là, on n'a pas réussi à faire reculer la pauvreté. Et ensuite, on essaiera d'être un peu plus positif, de se projeter un petit peu dans l'avenir, essayer de se poser la question des alternatives et de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arriver à faire bouger cette situation. Guillaume Allègre, alors vous êtes chroniqueur à Alternative économique, entre autres, mais vous avez écrit récemment, c'était au mois de septembre dernier, une chronique pour le journal dans laquelle vous avez utilisé une formule choc. C'était à l'époque, c'était à propos du gouvernement de Gabriel Attal qui était démissionnaire. On n'avait pas, le gouvernement de Michel Barnier n'avait pas encore été nommé. Et vous nous disiez, le gouvernement démissionnaire a démissionné de la lutte contre la pauvreté. Alors, j'ai envie de vous demander, quelle a été la stratégie du précédent gouvernement face à cette pauvreté et pourquoi cette stratégie a-t-elle échoué ? Oui, merci pour la question et merci pour l'invitation. Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais rajouter 2-3 statistiques de toutes les statistiques que Laurent a donné, il y en a quelques-unes que j'aimerais rajouter. Et pour répondre à la question, a-t-on renoncé à la lutte contre la pauvreté ? Et la réponse que je vais donner, c'est oui, mais pas totalement et pas pour tout le monde ou pas de la même façon pour tout le monde. Et pour ça, j'aimerais donner juste le niveau des... tu disais que je travaillais sur les minima sociaux. Le niveau des minima sociaux selon la catégorie d'âge. Alors, ce qu'on appelle l'APA ou le minimum vieillesse, donc pour une personne seule qui est versée à partir de 65 ans, 60 ans pour certains cas, le minimum vieillesse est de 1 012 € mensuels. Donc, au-dessus de 65 ans, disons. Le RSA, hors forfait logement, donc pour une personne logée ou qui reçoit les allocations logement, il est, donc ce qui est comparable avec le minimum vieillesse,
il est de 561 €, c'est-à-dire pratiquement la moitié de l'APA. Et pour les personnes et le RSA, les personnes éligibles, donc c'est les 25-65 ans. Et pour les jeunes de 18-25 ans, voire même 16-25 ans, qui n'ont pas d'enfants et qui sont pas éligibles au RSA, eh ben ils ont droit à 0 comme minimum vieillesse, parce que le minimum vieillesse, la majorité sociale, c'est à partir de 25 ans. Donc on a pratiquement un peu plus de 1 000 € pour minimum vieillesse. Oui. Ouais, votre micro, parce que je vous entends. J'ai entendu minimum vieillesse à partir de 25 ans. De 65 ans. Ouais. Donc minimum vieillesse à partir de 65 ans, 1 000 €, 560 pour le RSA et 0 pour les jeunes de 18 à 25 ans. Désolé. Donc, et en ce qui concerne le taux de pauvreté maintenant, par âge, donc on a un taux de pauvreté de 18-25 ans qui est supérieur à 20%, donc près de 21%, 25-49 ans qui est supérieur à 13%, et pour les plus de 65 ans, 12%. Donc on a à la fois un taux et une intensité de la pauvreté qui baisse fortement avec l'âge, ce qui est d'une certaine façon cohérent avec une certaine théorie du bien-être, c'est-à-dire qu'on aime bien avoir des revenus qui augmentent avec l'âge plutôt et l'expérience plutôt qui baisse, mais qui pose des problèmes, beaucoup d'autres problèmes, notamment si le manque de ressources a des effets durables. Et or, on sait que durant la période de jeunesse, que ce soit 18-25 ans ou d'enfance, parce que le taux de pauvreté des enfants est également très élevé, je crois que c'est encore plus élevé que celui des jeunes, autour de 21-22%, et ben, le manque de ressources à ce moment-là va avoir des effets durables sur toute la vie ou la carrière professionnelle. Donc après, la question, c'est pourquoi, du coup, une des questions, c'est pourquoi est-ce que le RSA est si faible? Et là, je vais revenir à ta question de la stratégie de lutte contre la pauvreté et pourquoi elle échoue finalement. Pourquoi on a démissionné dans la lutte contre la pauvreté? C'est parce que à un moment, cette stratégie est passée par l'emploi. C'est la lutte contre la pauvreté par l'emploi. Et donc, il s'est agi de lutter contre notamment les trappes à pauvreté, ce que certains appellent les trappes à pauvreté, c'est-à-dire les désincitations à l'emploi. Et in fine, ce qu'on a fait, c'est que pour créer des incitations à travailler, on a réduit relativement le niveau des minima sociaux pour les personnes d'âge actif. On l'a réduit par rapport au SMIC. Donc en 89, quand le RMI a été mis en place, le niveau relatif, c'était autour de 50%. Maintenant, on est plutôt à 40, voire en dessous. Donc ça, c'est ça, mais c'est pas seulement ça qu'on a fait, c'est qu'on a aussi, et donc là, ça, c'est quelque chose d'un peu long terme, quoique le seul gouvernement ayant donné un coup de pouce au RSA récemment, parce que le RSA, le niveau du RSA est indexé sur l'inflation. Le SMIC est indexé sur l'inflation plus la moitié des salaires. Enfin, est mieux indexé que le RSA. Donc, l'écart naturellement augmente, sauf si on donne des coups de pouce au RSA. Et le seul gouvernement récent qui a donné des coups de pouce au RSA, enfin, c'est lors de la présidence Hollande, quand il est arrivé, il a donné un coup de pouce au RSA, alors que les autres gouvernements, notamment Macron ou Sarkozy avant, n'ont revalorisé que le minimum vieillesse et l'allocation adulte handicapé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une stratégie de lutte contre la pauvreté par l'emploi coûte que coûte, ou l'emploi à bas coût, avec à la fois une paupérisation des personnes bénéficiant des revenus d'assistance, mais aussi une paupérisation des travailleurs, parce que la stratégie, elle est passée aussi par une réduction du pouvoir de négociation des travailleurs, avec à la fois l'assurance chômage qui est moins généreuse, moins protectrice, les différentes lois travail. Donc l'idée, c'est de dire bon, on va faire de l'emploi, on va faire que la précarité est mieux que l'assistanat, et pour le coup, on a à la fois l'assistanat et la précarité. Et donc ça, c'est des stratégies. C'est une stratégie qui n'avait pas marché en Allemagne non plus. Stratégie, on avait vu en Allemagne, alors que les taux d'emploi avaient augmenté, une augmentation parallèle
du taux de pauvreté. Et pareil, en France, on a la même chose. Alors, sans la stratégie industrielle qui allait avec en Allemagne, mais on a un taux d'emploi qui a augmenté depuis 2017, mais avec un taux de pauvreté en parallèle qui a augmenté également. Donc c'est effectivement la logique à l'œuvre avec la dernière réforme qui a été mise en place par le précédent gouvernement, qui consiste à conditionner le RSA à des heures d'activité. Donc là, on est vraiment dans cette logique-là. On dit, on va essayer de faire réduire la pauvreté en essayant d'augmenter le taux d'emploi, en essayant de faire en sorte que les gens acceptent un travail, quelles que soient les conditions de rémunération ou d'emploi de ce travail-là. Et à partir du moment où on fait ça, on peut se laver les mains finalement de faire autre chose, quoi. Je comprends bien. Exactement. Donc il y a deux sujets. Il y a le sujet du niveau de l'allocation et il y a aussi le sujet de la conditionnalité. Et le problème de la conditionnalité lorsqu'elle est trop forte, comme dans la dernière loi plein emploi, c'est que le gros risque, c'est que c'est le non-recours. On a déjà un non-recours au RSA qui est très élevé, donc de 35%. Pour en un trimestre, ça tombe peut-être à 23, il me semble, sur 3 trimestres consécutifs, mais ça reste très élevé. C'est beaucoup plus élevé que les allocations de logement, par exemple, où le taux de non-recours est plutôt de 6-7%. Et la différence entre les allocations de logement et le RSA, une des plus grosses différences, c'est que les allocations de logement ne sont pas conditionnées à des efforts d'insertion sociale et professionnelle. Donc c'est une prestation inconditionnelle de ce point de vue-là. Et donc la condition, et ça on voit ça aussi, la conditionnalité, on voit ça aussi dans les exemples étrangers, augmente le non-recours et n'augmente pas beaucoup les transitions vers l'emploi en fait. C'est pas... Donc ça augmente la pauvreté sans vraiment augmenter les transitions vers l'emploi. Alors, Pascal Brice, il faut reconnaître quand même que, pour nuancer un petit peu ce constat-là, il y a plusieurs éléments qu'il faut mettre aussi sur la table. Le premier, c'est qu'effectivement, en France, si on se compare quand même avec les autres pays européens, on a un niveau de pauvreté qui est certes élevé par rapport à ce que nous, on a connu, mais qui est plutôt faible, en fait, comparé à d'autres pays. Vous parliez de l'Allemagne tout à l'heure, effectivement. Alors, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais le taux de pauvreté en Allemagne est plus élevé depuis longtemps qu'en France. Et en France, on est plutôt en dessous de la moyenne européenne. Pourquoi? Grâce au fait qu'on a un modèle social, un modèle de protection sociale qui est efficace à réduire les inégalités. On a un modèle qui est quand même assez redistributif. Et on a pu le constater, par exemple, lors de la crise sanitaire. On a quand même traversé un événement exceptionnel en 2020. Et à ce moment-là, ça a été la stratégie du quoi qu'il en coûte. Et on a mis l'argent nécessaire sur la table pour pouvoir encaisser le choc. Et de fait, à ce moment-là, la pauvreté a pas augmenté. On a réussi à contenir. Ça aurait pu être assez catastrophique, hein, la situation qu'on a vécue à ce moment-là. On a réussi à limiter les dégâts. Alors, c'est un peu compliqué parce que d'un point de vue de statistique, les conditions étaient tellement particulières qu'on ne sait pas vraiment en fait ce qui s'est passé. L'INSEE nous dit que le taux de pauvreté a baissé en 2020, mais reconnaît la phrase d'après qu'en fait ils savent pas trop. Mais bon, donc là, on a été capable dans ce contexte-là quand même de mettre les moyens. Qui pose problème en fait, c'est la sortie de ce quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, on est en train de couper ce robinet-là. Et Pascal Brice, j'ai envie de vous demander avec quelles conséquences pour les plus pauvres. Est-ce que finalement, c'est pas eux qui vont faire les frais de la sortie un peu précipitée de ce quoi qu'il en coûte? C'est vrai que quand on regarde la période dans laquelle nous sommes, dans laquelle sont les personnes en situation de pauvreté et de précarité, puis les associations, les élus que nous représentons qui la combattent, l'impression que ça donne, c'est qu'on est en train collectivement de louper la sortie du quoi qu'il en coûte. C'est comme ça, moi, que je regarde la période dans laquelle nous nous trouvons. Alors, en resituant, comme vous l'avez très bien fait tous les deux auparavant, dans la durée, c'est-à-dire que l'incapacité à réduire la pauvreté en France, elle vient de loin maintenant, hein, ça fait quand même 40 ans que ça dure.
Ça fait quand même 40 ans que la pauvreté dans ce pays ne recule plus. On a au moins 10 millions de personnes qui vivent dans ces situations de pauvreté. Et essentiellement, longtemps, moi je cite souvent le cas du quartier où je suis né à Nantes, où on en voit très clairement les effets, du fait du chômage de masse. C'est vraiment le chômage de masse qui, dans les quartiers, notamment dans certaines régions, a provoqué une augmentation de la pauvreté et de la précarité un peu partout dans le pays, y compris dans le monde du travail, et vraiment avec des effets importants. Donc ça vient de loin. Et c'est vrai qu'on a pu se dire au moment de la crise du Covid, ah bah là, il y a quelque chose qui se passe. On va peut-être tirer les leçons et les enseignements de ce qui a été quand même notre capacité collective à résister avec succès au choc pour les personnes de la crise sanitaire. Je ne dis pas que ça n'a pas été violent, hein. Je ne dis pas qu'on n'est pas encore en train d'en payer les conséquences. Je pense notamment pour beaucoup de jeunes du point de vue de leur santé mentale et pas seulement. Mais quand on regarde ce que ça aurait pu être et ce à quoi on s'attendait toutes et tous, à une explosion de la pauvreté et de la précarité au moment de la crise sanitaire, c'est vrai que la mobilisation des pouvoirs publics avec ce qu'on a appelé le quoi qu'il en coûte, la mobilisation des associations, des personnes concernées est quelque chose qui nous a permis d'éviter ce choc-là. Et effectivement, c'est vrai que ça renvoie à une autre réalité des politiques de lutte contre la pauvreté en France. Et je crois que c'est toujours important de le redire. Parce que moi, je pense que si on veut comprendre les difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui à mener ces combats-là, je pense qu'il faut prendre en compte aussi le fait que nous sommes effectivement dans l'un des pays les plus redistributeurs au monde. Le taux de pauvreté, vous l'avez redit, il est de 14% à peu près, un peu plus. S'il n'y avait pas les minima sociaux, les redistributions, etc., ce serait 22%. Et pourquoi j'y insiste? D'abord parce qu'en réalité, ce qui nous importe à nous, c'est toutes celles et ceux qui n'en bénéficient pas. Et c'est de plus en plus le cas, et c'est ça qui nous occupe. Mais je pense aussi qu'il faut avoir en tête toutes celles et ceux qui payent des impôts et qui se disent oh on fait tout ça, et puis il y a toujours de plus en plus de pauvres. Je vais revenir parce que ça alimente cette tentation de la stigmatisation. Donc je vais y revenir, mais je crois que c'est important de l'avoir dans le tableau. Je reviens effectivement sur moi ce qui me frappe dans la période, qui est cette incapacité collective à, me semble-t-il, sortir dans de bonnes conditions et à tirer les enseignements de ce qui a été la mobilisation collective dans la crise sanitaire. Et effectivement, ce que l'on voit toutes et tous, c'est que celles et ceux qui sont en train d'en payer le prix le plus élevé, ce sont les personnes en situation de pauvreté et de précarité. Et je mets dans le lot les associations qui les accompagnent. On en parlait hier soir avec des amis ici de la Fédération de la FAS Bourgogne-Franche-Comté, avec Brice Moret qui est là, son président, et les amis qui sont là. On voit très bien, et je le vois partout, et je redis ici, comme je le dis partout à qui veut l'entendre, et d'abord aux responsables gouvernementaux, que les associations ont été là au moment de cette crise sanitaire, et on a passé notre temps à entendre des remerciements, des félicitations, etc., justifiés pour les professionnels, les bénévoles et les personnes accompagnées. Et moi, je ne peux pas garantir, au vu de la fragilisation extrême des associations dans la période, notamment du point de vue budgétaire, du fait de ce repli budgétaire en sortie du quoi qu'il en coûte, qu'elles seront là à la prochaine crise. Donc, ce que je vois, me semble-t-il, je livre à la discussion collective, c'est que cette sortie du quoi qu'il en coûte, je vois qu'on est en train de la rater d'abord d'un point de vue purement budgétaire. Quand on regarde, notamment, la façon dont les réductions de dépenses publiques se font aujourd'hui à l'aveugle, et notamment pesant tout particulièrement sur les personnes les plus fragiles et sur les politiques publiques et sur les associations qui accompagnent les personnes en situation de pauvreté et de précarité. Et pour moi, ça renvoie à l'incapacité collective, et qui n'est pas celle que du gouvernement, hein, à cibler, à se dire, parce que le quoi qu'il en coûte, ça a été extraordinaire. Moi, je pense que le quoi qu'il en coûte, c'est pas Daniel Cohen. J'ai l'occasion aussi de penser à Daniel, à un moment qui nous manque dans ces moments difficiles. On a besoin de gens qui éclairent les choses. Daniel disait, on a mis le pays sous cloche. Et on a bien fait. Vous ne mettez pas un pays, une économie, une société sous cloche budgétaire indéfiniment.
Donc la question, je vais y revenir, des choix de politique publique, de politique budgétaire, surtout de politique fiscale, se pose. Mais aussi la capacité à dire, il y a un moment donné, il y a des priorités. Et les personnes en situation de fragilité, de pauvreté, de précarité, c'est une priorité. C'est une priorité d'abord pour la dignité des personnes, pour la cohésion du pays, mais aussi parce que dans un moment où cette société est traversée de multiples fragilités, de frousse, de peur de tout, du désordre, du machin, du truc, on avoue qu'on comprend pas très bien comment, y compris en regardant ce qu'on a su faire collectivement pendant la crise Covid, c'est-à-dire comprendre que les gens à la rue, c'est d'abord un drame pour elles et pour eux, mais aussi un drame collectif. Y compris par exemple pour la santé publique où on voit qu'on est en train d'essayer de remettre en cause l'aide médicale d'État, alors qu'on sait très bien que laisser des gens à la rue malades, c'est d'abord un problème pour elles et pour eux, mais aussi de santé publique collective. On n'a pas tiré les leçons, on n'a pas su, on n'arrive pas à sortir de ce quoi qu'il en coûte de maintien budgétaire dans de bonnes conditions. Je parlais des dépenses, mais regardons les choix fiscaux. Quand même, là, on a tout juste commencé. Moi, je suis désolé de redire que Barnier a fait une chose que Attal et ses prédécesseurs n'avaient pas fait, c'est-à-dire commencer à augmenter les impôts. Je veux dire, quand même, il y a un moment donné, vous sortez du quoi qu'il en coûte. Moi, ça me paraît indispensable. Vous dites, il y a des priorités, c'est notamment les personnes en pauvreté, en précarité, les associations qui les accompagnent et les collectivités qui sont là pour faire le boulot aussi. Et puis, vous considérez que la solidarité, c'est qu'à un moment donné, celles et ceux qui peuvent contribuer au titre de la fiscalité le font. Donc voilà. J'ajoute un dernier point. Quand je dis qu'il me semble qu'on est en train de rater collectivement, et notamment du point de vue du gouvernement et des politiques publiques, la sortie du quoi qu'il en coûte au plan budgétaire et fiscal, c'est aussi du point de vue des enseignements qu'on aurait dû tirer de la manière dont collectivement nous avons su, les associations, les collectivités, les personnes accompagnées, l'État, inventer, innover, nous engager à partir du parcours des personnes et pas de cases bureaucratiques verticales, à partir de la capacité à se dire les personnes, elles sont pas d'un côté, il y a leur fragilité par rapport à l'emploi, de l'autre côté, leur fragilité sur les addictions, de l'autre côté, leur fragilité santé mentale, mais il y a un parcours qui s'apprécie et qui s'accompagne là où les gens vivent, avec les élus, avec les professionnels, les travailleurs sociaux et travailleurs sociales, les personnes en première ligne. Voilà un autre enseignement qu'on n'a pas tiré. Donc oui, pour moi, nous sommes dans une période où je constate que nous n'avons pas su tirer les enseignements du quoi qu'il en coûte. Nous en sortons dans les pires conditions possibles. Et j'y ajoute un dernier point, c'est que tout ça s'accompagne, notamment cette absence de volonté collective, parce que je suis désolé, dans un pays comme le nôtre, on a le gouvernement qu'on mérite. Cette incapacité collective à se dire à un moment donné, il y a des hommes et des femmes dans ce pays qui depuis trop longtemps, y compris les familles entières, dans des générations entières, sont dans la fatalité, la pauvreté et la précarité. En sortir, c'est indispensable pour elles et pour eux et pour notre cohésion collective. Ça suppose des choix. Et ces choix-là, aujourd'hui, je constate qu'ils ne sont pas faits et que on sort effectivement dans des conditions qui sont particulièrement difficiles pour nous collectivement. Alors, on l'a dit, la principale stratégie de lutte contre la pauvreté, c'était de tout miser sur l'emploi, ça a été d'essayer de faire baisser le taux de chômage, quitte à favoriser des emplois peu rémunérateurs de mauvaise qualité. Mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi un plan pauvreté qui a été présenté en septembre 2023 par le gouvernement d'Elisabeth Borne. C'est un plan qui avait cristallisé beaucoup d'attentes, puisqu'effectivement, on sortait, quelques années plus tôt, il y avait eu ce passage de la crise sanitaire, auquel s'était surajoutée la crise inflationniste, et le précédent plan daté de 2018, il me semble, donc ça faisait longtemps en fait qu'il n'y avait pas eu un plan spécifique sur ces questions-là. Et alors, à l'époque, j'avais écrit un article sur le sujet et je vous avais appelé, Marie Ledgrar, pour avoir un peu votre sentiment. Vous sortiez d'un ministère ou de la présentation du plan, je vous avais eu au téléphone et vous m'aviez dit « C'est une grande déception, je suis en colère. La Première ministre n'a pas pris la mesure de l'augmentation de la pauvreté. » Alors, c'était il y a un peu plus d'1 an. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez changé d'avis maintenant? Normalement, on peut espérer que le plan a été en partie mis en œuvre. Est-ce qu'on peut en tirer un premier bilan?
Alors, ça marche? Oui, parfait. Bonjour à toutes et tous. D'abord, merci de cette invitation. Et puis, eh bien oui, je suis toujours en colère. Je suis en colère parce que nos amis qui vivent dans la grande précarité au quotidien, rien ne s'est amélioré. Et que, au contraire, ça ne cesse de se dégrader. Alors, si vous me permettez, je reprends à 2018. Parce qu'en septembre 2018, Emmanuel Macron a affirmé avec une conviction forgé, voilà, comme il sait faire, il allait éradiquer la grande pauvreté à l'horizon d'une génération. Et ensuite, qu'ont-ils fait? Qu'a-t-il fait? Qu'a fait son gouvernement? Ils nous ont épuisés. Ils nous ont épuisés en concertation. C'est-à-dire que nous avons été dans des groupes pour réfléchir au RUA, pour réfléchir à comment le RSA, est-ce que le RSA doit être augmenté, pas augmenté, enfin, nous n'arrêtions pas. Jusqu'à la fin de ce premier mandat d'Emmanuel Macron, nous avons été en concertation, au point qu'au bout de ce mandat, on s'est dit, bon, on arrête là. Ça suffit. Prochain mandat, on n'ira pas dans les concertations. Alors le mandat suivant, Elisabeth Borne, enfin c'était Jean Castex d'abord, puis Elisabeth Borne, je crois. Moi, je suis frappée par la méconnaissance, par l'ignorance de nos premiers ministres successifs des possibilités de lutte et de vision de lutte contre la pauvreté et la grande pauvreté dans notre pays. Il y a des outils dans notre démocratie. Il y a par exemple un lieu qui s'appelle le CNLE, le Conseil national de lutte contre les exclusions, qui est rattaché au Premier ministre. Mais lorsque j'en ai parlé à Jean Castex et à Elisabeth Borne, chacun s'est tourné vers son voisin ministre des Affaires sociales pour dire « Mais c'est quoi ça ?» Non, mais vous vous rendez compte, enfin c'est incroyable. Ça veut dire qu'aucun d'entre eux n'est allé au CNLE, qui est un lieu où siègent les syndicats, où siègent les responsables associatifs et, très important, des personnes qui ont l'expérience de la pauvreté et de la grande pauvreté et qui travaillent à longueur d'année pour faire des préconisations pour la lutte contre la pauvreté et la grande pauvreté dans notre pays. Aucun d'entre eux, aucune d'entre elles n'est allée au CNLE pour les entendre. Jamais. Ça, déjà, c'est une première chose. Nous sommes en colère parce que la vie ne s'améliore pas pour les personnes qui sont dans la précarité, dans la grande précarité dans notre pays. Nous sommes à la suite de cette rencontre. Alors cette rencontre avec où vous m'aviez interviewé à la sortie, Elisabeth Borne nous avait dit d'abord que nous avions un temps extrêmement limité. Rappelle-toi, Pascal, c'était une rencontre quand même assez incroyable. Nous avions un temps tout à fait limité. Eux avaient le temps qu'ils voulaient pour nous parler et nous avions un temps limité. Et j'avais osé prendre la parole. Nous étions mis d'accord entre responsables associatifs sur les thèmes. Et j'avais osé dire à ce moment-là que, franchement, nous étions très inquiets et en colère parce que toutes les lois qui étaient votées ne faisaient que criminaliser les plus pauvres et montrer du doigt les plus pauvres. Entre autres, la loi Kasbarian-Berger, qui a criminalisé les plus pauvres, dit que lorsque vous êtes dans un squat, eh bien, vous devez être mis en prison parce que ce n'est pas acceptable. Enfin, je vous le fais court. Elle n'a pas accepté ces propos, mais c'est pourtant derrière Guillaume Kasbarian qui a été nommé ministre du Logement. Si ça, ce n'est pas du mépris pour la lutte contre la pauvreté et la grande pauvreté dans notre pays, voilà, je m'en arrête là avec les responsables politiques parce que, effectivement, je suis en colère et pour l'instant, je ne vois pas où nous allons avec eux. Mais je veux juste, par rapport à ce qu'ont dit mes amis qui sont là autour de la table et ce que vous avez dit, Laurent, je veux ajouter quelque chose sur le RSA. Redire quand même que ce revenu de solidarité active, d'abord au début, c'était le RMI. C'était pour l'insertion, pour accompagner les personnes dans l'insertion vers l'emploi. C'est une allocation différentielle. Vous en avez donné le montant, mais c'est une allocation différentielle. Et dans notre pays,
vis-à-vis des plus pauvres, il y a quand même une politique qui est mise en place, qui est de pénaliser les plus pauvres. C'est-à-dire que allocation différentielle, vous ne touchez jamais les 635 € de cette allocation différentielle. Il y a toujours un forfait logement qui est enlevé, qui en gros vous met à 520 €. Et puis s'il y a d'autres choses que vous touchez par hasard, par ailleurs, 50 € d'une allocation quelconque, ça sera diminué de votre RSA. Et puis, si l'un d'entre vous voulez fêter l'anniversaire de quelqu'un qui est au RSA et vous lui donnez 50 ou 60 € pour son anniversaire, ce sera déduit de son RSA le mois suivant. Parce que s'il y a des comptes en banque que l'on surveille dans notre pays, ce sont les comptes en banque des plus pauvres. Et ça, c'est inadmissible. Et tous les 3 mois, le RSA est revu. Il faut quand même savoir que les gens qui sont au RSA sont dans des situations de grande précarité. On n'arrive pas à vivre avec un RSA. On survit. Or, qu'est-ce qu'il pense actuellement, notre gouvernement? Que pense-t-il pour ce RSA? C'est mettre en place le RSA conditionné. Conditionné à 15 ou 20 heures d'activité. Conditionné et mis dans les bras d'employés de France Travail, contre lesquels je n'ai rien. Mais on a diminué le nombre de personnes qui travaillent à France Travail. Et au contraire, on augmente leur travail en disant tous les allocataires du RSA sont maintenant à France Travail et vous devez les appeler pour savoir s'ils font quelque chose pour rechercher un emploi, pour savoir si les 15-20 heures, ils les font ou pas. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ce que nous voyons sur le terrain, c'est que parfois, près de 40% des allocataires ont été radiés du RSA parce que ils n'ont pas répondu à 1, 2 ou 3 appels et qu'effectivement, les gens de France Travail ne sont pas des travailleurs sociaux et ne connaissent pas les allocataires du RSA. Ça, c'est dramatique. Et je termine par la phrase de Thierry, un militant quart-monde, quelqu'un qui vit la grande pauvreté au quotidien, qui est au RSA, qui nous a dit récemment au conseil d'administration d'ATD Quart-Monde: moi, je suis très inquiet pour le mois de janvier prochain. Pourquoi? Parce que ce que dit le gouvernement, c'est que la réforme du RSA conditionné va être mise en place au mois de janvier prochain. Et donc Thierry, il dit: moi, je suis très inquiet parce qu'en janvier prochain, je ne sais pas si j'aurai encore droit au RSA. Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais manger? Mais il rajoute ceci. Et encore, moi, je suis militant à ATD Quart-Monde, donc je vais arriver à me défendre, je pense. Mais mes copains, qui sont militants nulle part, comment ils vont faire? Nous allons vers des moments encore plus difficiles pour les personnes qui vivent la précarité, la grande précarité dans notre pays. Alors oui, je suis en colère et je suis inquiète. Alors, en ce moment, on est aussi dans un contexte de débat budgétaire en France et on a pu constater une dérive des comptes publics qui a été rendue publique au printemps et notamment un déficit public plus important que prévu. Aujourd'hui, en conséquence, le gouvernement de Michel Barnier cherche à tout prix à réaliser des économies. Chez Neskioni, j'ai envie de vous demander quelles vont être les conséquences de ce débat budgétaire sur les plus pauvres et notamment les collectivités locales vont-elles devoir revoir leurs ambitions à la baisse? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je voudrais peut-être repartir d'un propos de Marielle Gras quand elle dit concernant le gouvernement et le président de la République, son absence de vision. Tu évoquais l'absence de vision et moi j'irais même plus loin, son absence de vision concernant donc les politiques de lutte contre la pauvreté. Et moi j'irais plus loin. Je pense que nous sommes plutôt confrontés à des certitudes très fortes sur comment justement le modèle économique est censé tourner. Et ce modèle économique tel qu'il est porté par les gouvernements successifs et porté par Macron repose sur ce qu'on appelle la théorie du ruissellement. Et la théorie du ruissellement, elle est perverse parce que elle exclut les pauvres, et je reviendrai
sur pourquoi elle exclut les pauvres, parce qu'elle repose sur le fait que quelques-uns, ce qu'il a appelé donc les cordés, les premiers de cordée, ont une capacité justement à faire tourner le monde, à faire tourner le modèle économique, et cela, il faut les libérer de tout, les libérer de la fiscalité, ou en tout cas faire en sorte qu'elle soit la plus la plus faible possible, les libérer d'entraves réglementaires, de pouvoir justement développer et monter les startups, l'économie, leur permettre d'investir, etc. Et donc, je voudrais quand même évoquer le fait que la question de la lutte contre la pauvreté, elle ne peut pas se dissocier de choix d'un modèle économique, je vais le dire, néolibéral, qui aujourd'hui a profité à un certain nombre. Quelques-uns. Je voudrais donner aussi un chiffre qui me semble important. Il n'est pas le mien, il est celui de la Cour des comptes, le dernier rapport de la Cour des comptes, qui rappelle que la dégradation des finances publiques, je fais le lien justement avec la question du budget de l'État, la dégradation des finances publiques de l'État est pour partie liée à des choix fiscaux, donc à des choix de la politique fiscale. Pour l'année 2023, ça représente 62 milliards d'euros. 62 milliards d'euros de baisse d'impôts. Alors, il s'agit de l'ensemble des baisses d'impôts. Évidemment, vous allez retrouver, par exemple, la suppression de l'ISF qui, en manque à gagner, représente à peu près, je ne sais plus, entre 4 et 5 milliards d'euros en net, etc., etc. Et ça, je le redis, puisque aujourd'hui, le gouvernement Barnier recherche 50 milliards d'euros. 50 milliards d'euros et demande à ce que les collectivités locales y contribuent à 5 milliards d'euros. Alors que les collectivités locales ont l'obligation, elles, de voter des budgets en équilibre. On n'emprunte pas pour financer du fonctionnement. Quand on emprunte, c'est pour financer de l'investissement. Et que les collectivités locales représentent à peu près à elles seules, concernant la dette globale, 8% de la dette globale. Et si j'en m'en tiens qu'au département, c'est à peu près 1,5%. Donc, je voulais rappeler ces chiffres et notamment la logique du modèle et de la théorie du ruissellement. Pourquoi je le rappelle? Parce que elle pose la fracture. Et donc, elle considère que plus celles et ceux, les premiers de cordée, ont cette capacité à investir, à développer l'économie, à créer de l'entreprise, donc ça crée de l'emploi. Et on se rend compte qu'au contraire, nous, on constate, je dis nous, les départements qui avons la responsabilité, la compétence des solidarités, mais les associations, les conséquences de cette politique publique. Vous l'avez dit, la question de l'augmentation donc des travailleurs, mais des travailleurs pauvres. Les associations nous sollicitent aujourd'hui, je pense notamment aux associations d'aide alimentaire, les épiceries solidaires, etc., sont confrontées à une augmentation des sollicitations et n'arrivent pas à y faire face avec un nouveau public plus jeune, les travailleurs pauvres, c'est-à-dire qu'on travaille et même en travaillant, on n'arrive pas en plus à boucler ses fins de mois. Donc la situation économique et sociale, elle est celle-ci. Et je crois que si nous ne portons pas, alors moi évidemment je parle aussi de ma place de présidente de département et de politique, si nous ne portons pas un autre modèle économique, social, plus vertueux, plus respectueux de l'humain, plus respectueux de la planète, eh bien je pense que nous pourrons évidemment, et nous ne renonçons pas, nous pourrons porter quelques actions qui vont atténuer la pauvreté, mais qui ne seront pas des actions d'ampleur, et j'y reviendrai dans une deuxième partie, puisque on aura la partie sur les solutions et on ne renonce pas. Et la grande difficulté aujourd'hui, c'est que je me retrouve à devoir, sur le budget d'un département de Meurthe-et-Moselle de l'ordre de 750 millions d'euros sur le volet fonctionnement, à rechercher 50 millions d'euros pour boucler ce budget. À un moment où, si vous voulez, je reviens sur l'expérimentation, vous savez, la conditionnalité des 15-20 heures. Le département de Meurthe-et-Moselle a refusé de rentrer dans cette expérimentation
puisqu'elle repose aussi sur une stigmatisation du pauvre. Le pauvre, il fait le choix d'être pauvre. Le pauvre n'a pas envie de travailler. Donc, on va conditionner un minimum de survie à 15-20 heures d'activité. Alors, au fur et à mesure, ils ont arrondi les angles. Ah non, mais vous comprenez, on va quand même regarder la situation. Peut-être qu'il y a d'autres freins à lever et ceux-là, on les obligera pas. Puis, oui, comme on a l'habitude de faire, comme vous êtes ici, peut-être un certain nombre de partenaires, de travailleurs sociaux, d'associations qui interviennent dans l'insertion par l'activité économique. Bien sûr qu'on prend au cas par cas la situation des uns et des autres avant d'engager. Mais je voulais vous rappeler peut-être les éléments de moyens, parce que accompagner les allocataires du RSA, les personnes en vulnérabilité, encore en faut-il avoir les moyens. Aujourd'hui, sur l'ensemble de mes allocations, que ce soit l'APA, le RSA, la PCH, donc l'allocation de compensation pour les personnes en situation de handicap, aujourd'hui, l'État me doit à peu près 100 millions d'euros. Pourquoi est-ce qu'il me doit 100 millions d'euros? Pas en cumulé, sur une année. Parce que l'État, il ne vous compense pas. C'est-à-dire qu'il délègue des compétences, mais il ne vous les compense pas à l'euro près. Là où le RSA devrait être compensé par l'État à 100%, chez moi, il n'est même pas compensé à 50%. Et ainsi de suite pour l'APA, qui devrait être compensée à 50%, elle n'est pas compensée à 50%. La PCH, qui devrait être compensée à 50%, n'est pas compensée à 50%. Et donc, au total, l'État me doit 100 millions d'euros. Donc, bien sûr que dans ce contexte budgétaire contraint, on vient non seulement nous demander de participer à l'effort, comme ils disent, alors que l'effort, on le fait déjà, notamment pour améliorer les finances publiques, mais de toute façon, les moyens n'ont pas été non seulement suffisamment mis pour accompagner les personnes les plus vulnérables. Lorsque RMI et RSA ont été créés ou poursuivis, on était censé avoir un budget de 20% de l'ensemble de l'allocation qui devait être engagé pour l'accompagnement des personnes. Et aujourd'hui, aucun département n'arrive justement aux 20% nécessaires pour accompagner les personnes. Et donc, si vous voulez, c'est tout ce modèle qui marche sur la tête. C'est-à-dire que non seulement le modèle global repose sur des fractures entre ceux qui sont capables d'investir, de créer de l'emploi, de la richesse, et puis ceux peut-être qui vont réussir à récupérer la fameuse théorie du ruissellement, un petit emploi par-ci, par-là. Et puis, finalement, l'emploi, il suffit de traverser la rue, il existe. Et celles et ceux qui n'y ont pas recours, finalement, c'est leur choix. Et donc, aujourd'hui, nous, les départements, nous sommes en très, très grande difficulté. Je pense que vous avez dû en entendre parler. Mais je crois que ces difficultés reposent aussi. Alors, je ne dis pas, et je terminerai là-dessus, tout n'est pas du fait de cette politique publique menée par Macron depuis 2017, mais il en a quand même aggravé les conséquences. Et le plus difficile pour nous, c'est qu'il est enfermé dans des certitudes. Parce qu'on peut faire un certain nombre de choix en conscience et en conviction, en imaginant que c'est le meilleur pour l'intérêt général, mais peut-être à un moment se dire, non, les choix que j'ai faits ne sont pas allés au bout de leur logique et on pourrait réorienter. Et c'est là où cette réorientation sur la politique fiscale et le modèle économique, pour nous, collectivités locales, doit être repensée pour poser une relation de confiance entre l'État et les territoires, entre l'État et les collectivités territoriales, entre l'État et l'ensemble des citoyens et des habitants. Alors, effectivement, le constat peut paraître un petit peu désespérant. On a souvent l'impression qu'il y a une forme de fatalité, que finalement la pauvreté, on n'arrivera jamais à l'éradiquer. Et un jour, je me suis posé cette question-là, mais si on voulait vraiment faire une politique vraiment ambitieuse, arriver à vraiment prendre le sujet à bras-le-corps, combien est-ce qu'il faudrait mettre sur la table pour vraiment en finir avec la pauvreté? Et je m'étais dit, j'avais passé quelques coups de fil et puis fait quelques calculs de coin de table. Et pour les besoins d'un article, je m'étais dit, bon, la solution la plus simple, finalement, on disait que le seuil de pauvreté, il est à peu près à 1 200 €.
Si on augmentait les minima sociaux de toutes les personnes pauvres jusqu'à 1 200 €, ça paraît être très ambitieux comme ça, dit comme ça, mais combien ça coûterait? Et j'avais demandé à l'un de vos collègues, Guillaume Allègre de l'OFCE, Pierre Madec, de faire les calculs. Et il m'avait dit, bon, bah, ça coûterait 24 milliards d'euros. Voilà, mettre tout le monde à 1 200 €, monter les minima sociaux à 1 200 €, ça coûte 24 milliards d'euros. Et après, je m'étais dit, bon, mais c'est pas qu'une question monétaire, la pauvreté. C'est pas simplement une question d'argent. C'est aussi des empêchements, c'est aussi des problématiques, notamment de logement, qui sont très importantes. Si on n'a pas de toit sur la tête, même avec 1 200 €, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, j'avais appelé Manuel Domergue à la Fondation Abbé Pierre et je lui ai demandé, bon, bah, pour régler le plus gros des problèmes de logement, combien il faut mettre sur la table? Et ils avaient fait l'exercice dans un rapport il y a quelques années. Ils avaient évalué les besoins les plus urgents à 10 milliards d'euros. Et enfin, au bout de la chaîne, on a les sous, on a un toit sur la tête. Il y a aussi des problématiques d'insertion. Il ne suffit pas de faire baisser le chômage. Il y a des personnes qui sont très, très éloignées de l'emploi, qui ne peuvent pas retrouver un emploi comme ça du jour au lendemain, qui ont besoin d'un accompagnement assez fort. De ce point de vue-là, il me semblait qu'il y avait une expérimentation qui était intéressante, qui sont les territoires zéro chômeur de longue durée, qui sont expérimentés dans un certain nombre de territoires. Et je m'étais posé la question et j'avais appelé Laurent Grandguillaume, mais combien ça coûterait de généraliser cette expérience partout en France? Et donc, on a fait les calculs et en gros, 3,2 milliards. Donc, au final, éradiquer la pauvreté, c'est 37 milliards. Et donc, c'est intéressant, ça peut paraître beaucoup, c'est beaucoup d'argent, objectivement. Mais comme vous le rappeliez, les baisses d'impôts depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est 60 milliards. Donc, à un moment, ça pose la question de choix, d'arbitrage. Et donc, c'est du coup, Guillaume Allègre, en tant qu'économiste, des calculs un peu de coin de table comme ça vous semble pertinent ou c'est complètement à côté de la plaque? Alors, c'est pas complètement à côté de la plaque, ça donne un ordre de grandeur, mais je pense qu'il faut réfléchir autrement. Parce que on va pas. Je pense que déjà le chiffre il est un peu sous-estimé parce que il y a aussi la santé, il y a aussi beaucoup de choses. Donc il faut faire le tour de tous les ministères et puis une fois qu'on aura fait le tour de tous les ministères, on sera plutôt à 90 milliards, je pense que à 60. Mais surtout, en fait, il faut. Le problème, c'est que après, si on dit bon bah voilà, c'est 80 milliards pour les pauvres. Ouais, s'il y a quelqu'un qui va faire un chèque de ce chèque-là. Alors que si on dit que c'est 80 milliards pour donner des droits universels finalement à tout le monde et que finalement cet argent il n'est pas ciblé aux plus pauvres, au final, les politiques les plus favorables aux pauvres sont des politiques qui donnent des droits, pas des politiques pour les plus pauvres. Mais ceci dit, puisque la question est que faire, il faut quand même faire des politiques pour les plus pauvres aussi et donner la pauvreté, c'est un manque de ressources. C'est défini par le manque de ressources. C'est donc que ce soit au niveau monétaire ou en termes de privation, toutes les définitions de la pauvreté sont un manque de ressources. Et donc c'est comme c'est défini par un manque de ressources, on peut dire que c'est causé par une difficulté d'accès aux ressources. Et donc si on veut lutter contre la pauvreté, il faut donner des ressources et surtout faciliter l'accès aux ressources. Et donc, il y a trois types de ressources. Il y a des ressources monétaires, donc les minima sociaux, par exemple, les prestations sociales, des ressources professionnelles sur le marché du travail. Donc, il faut renforcer le droit des travailleurs et des ressources en nature ou en service public. Donc, ça c'est les trois choses que je pense qu'il faut faire. C'est les trois piliers de la lutte contre la pauvreté. Donc, premier pilier, c'est le pilier direct, c'est-à-dire on va donner directement des ressources aux pauvres. Alors mon livre s'appelle Comment verser de l'argent aux pauvres, de façon finalement non provocatrice, parce que normalement c'est assez consensuel. Ça serait assez consensuel de dire que pour lutter contre la pauvreté, faut aussi verser de l'argent aux pauvres, pas faire que ça, mais faut aussi le faire. Et donc il y a trois choses qu'il faut faire, je pense. Revaloriser le RSA. Donc, avec Muriel Pucci, on propose de le revaloriser à 800 €. Ça serait le niveau qui, si on garde les incitations actuelles de la prime d'activité, qui permettrait à tous ceux qui prennent un emploi à temps plein au SMIC de sortir du seuil de pauvreté. Parce qu'aujourd'hui, l'emploi à temps plein au SMIC,
ne permet pas dans toutes les configurations de sortir du seuil de pauvreté, pas parce que l'emploi n'est pas rémunérateur, parce que, comme j'ai dit, entre le RSA hors forfait logement qui est 550 € et le SMIC à 1400 €, il y a quand même un gros écart de 900 €. Donc, pas parce que l'écart entre les revenus d'inactivité et les revenus de l'emploi sont trop faibles, mais parce qu'on part de trop bas. On part de tellement bas que même en gagnant pas mal d'argent, on reste sous le taux de pauvreté. Donc, il faut revaloriser le socle, finalement, pour lutter contre le travail précaire, ce qui est exactement le contraire, la pauvreté laborieuse, qui est exactement le contraire de ce qu'on a fait depuis 10 ans, c'est-à-dire qu'on lutte contre la pauvreté laborieuse en appauvrissant aujourd'hui les bénéficiaires des revenus d'assistance et donc en appauvrissant ceux qui ont juste quelques revenus du travail. Donc, premier point, revalorisation du socle. Deuxième point, ouverture aux 18-25 ans dans une logique de droit et de droit commun. Il n'y a pas de raison pour laquelle les 18 ans ne seraient pas, et la majorité sociale ne serait pas à 18 ans. Et troisième point, puisque j'allais pas c'est aussi une proposition qu'on a fait avec Muriel Pucci dans une chronique d'Alter Eco, et pour répondre aussi à la question de la cagnotte Litchi, qui finalement, de la cagnotte qui finalement est déduite le mois d'après par les CNAF. Et il faut faire un abattement de ressources. Donc, au lieu d'avoir, aujourd'hui, on peut cumuler le RSA avec des revenus du travail à 60%. Le problème, c'est que tous les revenus qui sont hors travail, genre le petit don, la cagnotte, le transfert monétaire qu'on vous envoie pour payer le train. Alors ça, il ne faut pas faire ça. Pas envoyer un transfert à quelqu'un qui reçoit le RSA. Faut lui payer le train directement et lui envoyer le billet de train parce que comme ça, c'est pas déduit de ses ressources. Par contre, si vous lui envoyez les 100 € pour qu'il s'achète le billet de train, ça va être déduit de ses ressources à 100%. Donc voilà. Donc pour éviter ces cas-là, il faut un abattement général de 300 € par mois, c'est-à-dire que revenus du travail et tous les revenus, et comme ça, on va pas annuler les petits coups de pouce, les petits coups de chance de ceux qui gagnent comme ça 100 €, 150 € à qui on verse un 100 € pour son anniversaire. Donc ça, c'est côté prestation. Après, il y a le côté marché du travail. Qui sont les travailleurs pauvres aujourd'hui? Travailleurs pauvres aujourd'hui, c'est les travailleurs qui embauchent à 5 heures, qui débauchent à 8 heures et puis qui rembauchent à 6 heures le soir et qui débauchent à 9 heures le soir et qui ont un travail fragmenté dans la journée et qui peuvent pas travailler plus qu'un temps partiel parce que justement, ils ont un travail fractionné. Donc, en fait, et donc les travailleurs pauvres, ils sont dans 3 secteurs principalement: l'hôtellerie-restauration, la propreté et les services à la personne. Voilà. Et donc, du coup, c'est dans ces secteurs-là qu'il faut faire de la réglementation pour permettre aux gens de travailler un temps plein, voire même de les payer un temps plein, même s'ils travaillent de façon fragmentée dans la journée. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis après, le troisième point, service public, santé. Sianet Chirini, bon, on voit que faute de volonté de s'attaquer à la pauvreté à l'échelle nationale, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire à votre échelle, qui est celle du département? Vous avez eu l'occasion d'expérimenter au moins 2 choses. Vous êtes inscrit dans la stratégie zéro non-recours, et vous avez aussi expérimenté, je crois, un revenu pour les jeunes. Est-ce que vous pouvez pas nous expliquer un petit peu ce qui leur tombe? Oui, alors c'est vrai qu'on a dressé peut-être un tableau un peu noir concernant donc la question des politiques de lutte contre la pauvreté, mais évidemment nous sommes en responsabilité et puis nous avons, et en tout cas moi en tant que présidente de département, j'ai aussi la responsabilité, une fois que j'ai fait les constats, de pouvoir aussi mettre en place un certain nombre de mesures, d'actions, d'accompagnement ou d'expérimentation, puisque le département de Meurthe-et-Moselle a depuis toujours considéré que les collectivités territoriales étaient un terrain d'expérimentation pour les innovations sociales. Donc nous nous sommes lancés, je vais vous évoquer 2 expérimentations très rapidement. La première, c'est celle qui concerne l'accès aux droits.
en partant du constat que la question du non-recours au droit était une véritable difficulté et notamment qui peut-être renforçait les situations de pauvreté. Je vous donne, ils ont été, je crois, donnés. Concernant le RSA, à peu près 35% de personnes éligibles au RSA ne le demandent pas. Le minimum vieillesse, ça monte à 50%. Et nous sommes partis donc de ce constat avec une logique de se dire, si je prends le RSA, c'est un droit, c'est pas un choix. Et en fait, la question de l'accès au droit, comme ça a été évoqué, c'est aussi une façon de faire en sorte que sur l'ensemble des droits et prestations, vous puissiez faciliter l'accès, faciliter les démarches, pour faire en sorte que finalement les personnes puissent bénéficier, j'allais dire, du minimum qui leur permette d'avoir juste un tout petit peu la tête au-dessus de l'eau. Mais avoir un tout petit peu la tête au-dessus de l'eau, c'est déjà beaucoup quand on est en grande difficulté. Et donc, la démarche, elle est partie sur une volonté de partenariat. Nous avons répondu à alors maintenant, s'il y a beaucoup d'appels à projets, d'appels à manifestation d'intérêt, etc., pour nous inscrire dans cette expérimentation territoire zéro non-recours que nous avons retraduit avec les personnes concernées, avec vous pour vos droits. ATD Carmonde, on est bien évidemment avec nous partenaires, la métropole du Grand Nancy, la caisse d'allocation familiale. Et en fait, la logique, c'est de faire en sorte que nous fassions évoluer l'écosystème et une dynamique de partenariat qui est importante, parce que lorsque vous êtes en lien direct avec la CAF pour pouvoir ouvrir les droits, c'est quand même un petit peu plus facile. Et ça n'existait plus avec nos travailleurs sociaux. Et puis, surtout, si vous êtes en capacité de comprendre et de mettre les personnes qui sont concernées par ces politiques publiques au centre de la démarche. Et nous avons, notamment en partenariat avec ATD Carmonde, formé les professionnels justement à se réinterroger sur leurs pratiques et à prendre en compte qu'est-ce qui aujourd'hui empêche les personnes d'accéder à leurs droits. Donc les problématiques de complexité, la question du numérique, donc de l'électronisme, des personnes aussi qui sont illettrées, analphabètes, et puis a été beaucoup portée par les personnes elles-mêmes, la question de la stigmatisation et de la honte. C'est-à-dire qu'elles nous ont dit, moi, je n'ai pas envie d'être dans une position de quémandeur. Je n'ai pas envie d'être dans une position de je tends la main, je fais la manche pour avoir les minima sociaux. Alors que c'est un droit. C'est pas un choix, encore une fois. Et donc, c'est important de comprendre tout ça, le rapport à l'institut, aux collectivités territoriales, à l'institutionnalisation. Donc, on a fait en sorte, par exemple, d'enlever les logos, de simplifier les choses pour qu'il y ait moins d'appréhension, parce que on a des personnes qui nous ont dit, moi, les travailleurs sociaux, si je commence à leur dire toutes mes difficultés, peut-être que ils et elles vont me mettre en difficulté. Ils vont peut-être me placer mes enfants, me retirer les enfants. C'est ça aussi qui se joue. Donc, comprendre, bouger ses pratiques professionnelles, mettre les personnes au centre et puis engager une dynamique partenariale. Et aujourd'hui, on a presque un an de recul et finalement, on se rend compte que ça fonctionne. Donc, on va sur les marchés, on va dans les épiceries solidaires, on va dans des cafés, on fait du porte-à-porte. Donc, c'est le aller vers pousser jusqu'au bout. Et puis, le deuxième sujet, c'est la question des jeunes et de la précarité. Et donc, nous venons de lancer, là, il y a quelques semaines, le revenu d'émancipation jeune. Il consiste à proposer 500 € par mois pour des jeunes à partir de 16 ans émancipés jusqu'à 24 ans révolus. Et l'idée étant... Donc, j'insiste sur le terme de revenu d'émancipation jeune pour lui donner, en fait, et l'inscrire dans une dynamique positive. Parce que lorsqu'on dit le RSA jeune, tout de suite, on est attaqué sur les jeunes veulent pas bosser, c'est des fainéants. Encore une fois, on les assiste, etc., etc. Donc, on cible en revanche des jeunes les plus en difficulté,
celles et ceux qui souvent sortent de l'école sans diplôme, sans formation, donc qui sont en difficulté sociale, qui sont en rupture familiale et qui ne rentrent pas dans ce que j'appelle les dispositifs classiques, type ancienne garantie jeune, contrat d'engagement, les services civiques, qui ont leur utilité et qui correspondent peut-être à des attentes d'un certain nombre de jeunes, mais pas celles et ceux que nous ciblons, parce que ceux-là, justement, sortent des radars et des dispositifs. Donc, l'idée étant, j'ai deux objectifs. Un, avoir suffisamment de jeunes à accompagner, financer. Si je pouvais en financer 300, 400, ça me permet d'avoir une cohorte qui me permette, dans l'expérimentation, de voir dans quelle mesure la façon dont on les accompagne de manière très souple et de ne pas les enfermer dans un projet. Vous le savez, notamment quand on est dans le contrat d'engagement, c'est on se voit toutes les semaines, qu'est-ce que tu as fait comme démarche? Alors, est-ce que tu as appelé les entreprises? Est-ce que tu as envoyé ton CV? Et toutes les semaines, il faut que tu me rendes compte de tes démarches, et ainsi de suite. Et en fait, pour certains jeunes, c'est bien, et pour d'autres, ça ne les correspond pas. Enfin, ça ne correspond pas à leurs difficultés. Et donc, on aura quelque chose de souple sur 6 mois, renouvelable une fois, 6 mois, et ça peut être discontinu. Et puis, enfin, mon objectif étant de jeter un pavé dans la mare sur la question des politiques nationales jeunesse, qui aujourd'hui sont un angle mort des politiques publiques. Et donc, c'est que l'on pose collectivement ensemble. J'ai pas de certitude, c'est une expérimentation. Peut-être que je vais me planter, mais au moins que l'on pose le débat de la place des jeunes, le fait que les jeunes, pour s'en sortir, dépendent de la famille, dépendent de leurs parents. Donc, soit vous avez des parents qui accompagnent, qui ont les moyens d'accompagner culturels, économiques et social, et peut-être que vous bénéficierez peut-être de réussite. Et les autres en rupture familiale, etc., ou qui ont envie de s'émanciper, qui ont envie de prendre leur autonomie, eh bien, ceux-là, il n'y a pas le cadre approprié de l'émancipation. Voilà les objectifs de cette expérimentation. Et si vous voulez, je pourrais vous redire, j'ai les premiers dossiers d'une quinzaine de personnes qu'on va accompagner et financer. Alors, Marie-Hélène Grard, au-delà de la question des moyens, qui est importante, mais qu'on a déjà évoquée, les pauvres souffrent aussi d'une forme de maltraitance institutionnelle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation sur ce plan? Enfin, là, je veux juste revenir un instant quand vous disiez, Guillaume Allègre, je me permets, vous disiez que la pauvreté, c'était quand même une question financière principalement. Nous avons mené une recherche en 2019 avec l'université d'Oxford et dans 6 pays dans le monde, des pays du Sud et des pays du Nord. Je ne vais pas m'étendre, mais sur les dimensions cachées de la pauvreté, afin de définir avec des chercheurs, avec des professionnels et avec des personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté, quelles sont les dimensions de la pauvreté? Ce n'est pas qu'une question financière, franchement. Et d'ailleurs, alors je vais vous parler de cette étude rapidement, mais nous menons aussi avec l'INSEE actuellement des travaux pour définir les dimensions de la pauvreté. Et nous avons défini ensemble avec l'INSEE 13 critères qui disent ce qu'est la grande pauvreté. Parce que subir le mépris au quotidien, c'est un des critères de la définition de la grande pauvreté. Ce n'est pas rien de subir le mépris au quotidien. Et dans cette recherche que nous avons menée avec Oxford en 2019, il y a la maltraitance institutionnelle, justement, dont vous parliez. Il y a les peurs et les souffrances, il y a la dégradation de la santé, il y a l'isolement. Voilà. Je ne vais pas m'étendre sur les travaux de cette recherche. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir sur le site, mais revenons-en à la maltraitance institutionnelle. Donc, à la suite de cette recherche de 2019 avec l'université d'Oxford, nous avons décidé de mieux comprendre cette maltraitance institutionnelle dont nos amis chercheurs et militants Carmonde, donc des personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté, parlaient largement dans cette recherche. Pourquoi parler de la maltraitance institutionnelle? D'abord, un premier point, quand nous parlons de maltraitance institutionnelle,
nous ne montrons pas du doigt les institutions. Nous voulons que les institutions fonctionnent correctement. Nous ne sommes pas en train de dire c'est une diatribe contre les institutions. Pas du tout. La maltraitance institutionnelle, et nous avons sorti un rapport le 19 septembre dernier que je vous incite à télécharger sur notre site, elle impacte les professionnels au quotidien. Quels exemples je peux vous donner? Le quotidien d'une assistante sociale, c'est juste insupportable. C'est d'avoir un nombre de dossiers de plus en plus grand et de rentrer le soir en se disant mais en fait je n'ai solutionné les problèmes pour aucune des personnes parce que je n'ai pas les moyens de solutionner ces problèmes des personnes. Donc à force, vous finissez par rentrer chez vous en vous disant mais en fait je fais un boulot qui ne sert à rien, qui ne fait absolument pas avancer. C'est aussi les personnes qui par exemple suivent je vais y arriver, des gens qui sont en 40 dossiers de... Oh là là, j'y arrive pas. Non, non, c'est pas surendettement, c'est pas grave. Pas. Ceux qui sont soutenus qui sont en tutelle. Voilà, des gens qui sont sous tutelle. Jusqu'à présent, un professionnel suivait 40 personnes sous tutelle. Eh bien maintenant, on demande aux professionnels d'en suivre 80. Ça veut dire beaucoup moins de temps pour chaque personne. Pourquoi 80? Parce que les personnes qui partent en retraite ne sont pas remplacées. Et je pourrais ainsi vous donner tout un tas d'exemples pour les professionnels dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, avec les injonctions qu'ils reçoivent chaque jour ou chaque semaine dans l'éducation nationale. Il y a un vrai florilège de maltraitance institutionnelle. Mais si la maltraitance institutionnelle est assez insupportable pour les professionnels au quotidien, elle est un enjeu de vie et de survie pour les plus pauvres. Pour les plus pauvres, ça touche directement leur vie, leur survie, leur possibilité d'exercer leur dignité. C'est vraiment un enjeu d'importance. Pour les plus pauvres, c'est par exemple lorsque le loyer moyen des HLM a augmenté de 40% en 20 ans. Donc ça veut dire que les personnes qui sont au RSA dans notre pays, qui vivent dans des grandes villes comme ici, n'arrivent plus à accéder au logement social, ne sont plus acceptées par les HLM parce que leurs revenus ne sont pas assez importants. Ça veut dire, je vais vous prendre un exemple précis parce que j'aime parler de mes amis qui vivent dans la grande pauvreté et qui se battent au quotidien. C'est Muriel qui a réussi enfin à avoir une formation en alternance pour être dans la médiation sociale. Elle s'est battue, elle a réussi, après tout un parcours assez compliqué. Muriel finit par avoir cette formation en alternance et donc elle a un employeur qui la prend 3 jours par semaine et elle va suivre cette formation. C'était en janvier dernier. L'employeur, c'est le CCAS de Rennes, qui la prend 3 jours par semaine. C'est quand même un joli clin d'œil pour elle qui a vécu à la rue, qui a vécu dans la grande pauvreté pendant des années et des années, d'être employée par le CCAS de Rennes pour accueillir chaque jour des gens qui sont à la rue et les soutenir dans leur démarche administrative. Et puis, son institut de formation lui dit en juin dernier, parce que c'est à la dernière minute, finalement, on peut pas continuer à vous prendre en septembre. Il va falloir que vous trouviez un autre lieu de formation. Donc, elle se retrouve fin juin avec plus de lieu de formation et le CCAS qui lui dit tant que vous n'avez pas de lieu de formation, nous ne pouvons pas continuer à vous prendre. Donc, 0 revenu. Elle va à la CAF début juillet et que lui répond elle? Non, attendez, je vais trop vite. Elle arrive à avoir un rendez-vous avec un humain à la CAF parce que ça, c'est un défi, hein. C'est un vrai défi pour chacun d'entre nous. Mais quand c'est pour pouvoir vivre au quotidien, quand il s'agit de votre survie au quotidien, c'est quand même, c'est pas rien. C'est pas pareil que moi,
quand je dois refaire faire mon permis de conduire parce que je me le suis fait voler, quoi. C'est pas la même chose. N'empêche, elle a rendez-vous avec un humain. Et cette dame lui dit, au bout d'un moment, elle regarde son dossier, puis elle lui dit: «Ah, bah, écoutez, il va falloir 3 semaines, hein, quand même, pour arriver à régler votre dossier». Et Muriel lui répond: «Bah, ça, c'est hors de question. Je ne vais pas partir de ce bureau tant que vous n'aurez pas trouvé les solutions. Parce que moi, je suis à la maison avec mon fils et j'ai l'intention que nous puissions nous nourrir et je dois payer mes factures d'électricité, etc. Donc, trouvez-moi des solutions. Vous devez pouvoir me trouver des solutions» et elle n'est pas partie du bureau tant que la personne n'avait pas. Mais, comme Thierry tout à l'heure, c'est une militante d'ATD Quart Monde, peut être militante du Secours populaire ou du Secours catholique. C'est une militante. Elle a appris à militer avec d'autres et donc elle se défend. Et donc elle a réussi à se défendre. Mais la maltraitance institutionnelle pour les plus pauvres au quotidien, c'est être sans arrêt méprisé, rejeté, montré du doigt. Dans notre société, ça ne peut plus durer. Nous avons dans ce rapport-là des propositions pour nous mettre ensemble, pour dire arrêtons cette maltraitance au quotidien, soutenons les plus pauvres, faisons que des services publics retrouvent vraiment leur premier métier, qui est de rendre les droits, de faire que toute personne puisse exercer ses droits dans notre pays. Donc voilà, nous faisons des propositions dans ce rapport et je vous invite à le lire parce que c'est quelque chose qui nous concerne toutes et tous. Et chacune et chacun d'entre nous, nous pouvons combattre au quotidien la maltraitance institutionnelle. Je vous remercie. Pascal Brice, aujourd'hui, les associations de terrain tirent la sonnette d'alarme, font face à de nombreuses difficultés. Si on devait isoler 3 mesures prioritaires qu'il faudrait prendre pour les soutenir, ce seraient lesquelles? Oui, être à l'offensive. Et effectivement, je vais peut-être vous donner 3 illustrations de ces manières de faire, de ces choix, de ces politiques qui devraient à nos yeux être conduites. Et vous en trouverez beaucoup d'autres dans les prises de position de la FAS, comme d'ATD ou d'autres associations. Mais je dirais que le préalable, vous voyez, hier, on discutait encore une fois avec les associations, les personnes accompagnées de la Fédé ici, et on partageait ça. C'est d'abord être à l'offensive dans ce pays, dans un moment, je crois qu'on le sent toutes et tous, qui est un moment de bascule. Et notamment sur ces questions de c'est quoi la place dans ce pays des gens qui sont les plus en fragilité. Et on voit bien que dans ce moment où on a une fragilisation très puissante de tous ordres, notamment de gens qui travaillent, dans les classes populaires, dans une partie des classes moyennes, au moment où on voit bien qu'on a quand même, je vais utiliser des termes datés, mais enfin leur comportement est tellement daté que je n'hésite plus, on a quand même affaire à des possédants qui font preuve d'un égoïsme totalement suicidaire et qui instrumentalisent ces peurs, ces fragilités qui apparaissent dans le monde du travail, dans une partie des classes moyennes. Et donc on voit bien que dans ce contexte-là, la tendance qui est aujourd'hui à l'œuvre, c'est la stigmatisation. C'est, si je vais mal, moi je bosse, il y en a qui foutent rien, ils sont payés à rien foutre. Et quand ils sont étrangers, c'est encore mieux. Et donc, être à l'offensive avec les quelques propositions que je vais faire, c'est d'abord, me semble-t-il, être d'une lucidité absolue, d'abord d'une intransigeance absolue, comme on essaie de l'être tous et toutes, notamment à l'exemple de nos amis d'ATD et de Marie-Alette, sur, il y a un truc qu'on n'acceptera pas par principe, c'est l'humiliation et les atteintes à la dignité des personnes. Et de la lucidité sur ce qui travaille la société de cette manière-là. De manière justement à éviter cette bascule et à pouvoir construire les formes nouvelles de la solidarité dans cette société extrêmement fragmentée. Ça, j'y insiste parce que pour moi, c'est le préalable. Alors, sur base de ces combats-là, et en insistant toujours que les propositions que je vais faire là, qui sont dans le prolongement de ce que les unes et les autres ont pu évoquer, pour moi, elles ont vocation à la fois, parce que c'est totalement indissociable dans ce que vivent les gens. Vous voyez, l'autre jour, j'étais à Marseille,
Vanessa, qui vient enfin d'entrer dans une pension de famille, elle disait, ça y est, je peux dormir. Je peux dormir. Je suis plus à la rue, je peux dormir. Mais je lui disais, mais ça, tu vois, je veux que les gens dans ce pays l'entendent. Parce que combien de gens qui sont pas à la rue, qui bossent, qui arrivent à peu près, mais n'arrivent pas à dormir pour tout un tas de raisons. Ça fait écho. Et c'est ces combats-là qui sont devant nous. Alors, 2 ou 3 exemples de ce que nous pourrions faire dans cet état d'esprit-là fondamental. À plusieurs niveaux, parce que il y a plusieurs niveaux plus ou moins particuliers, plus ou moins généraux. Je vais aller le premier dans le prolongement de ce que dit Marie-Alette. Moi, je vous recommande le rapport d'ATD sur la maltraitance. C'est extraordinaire. Y compris dans ce que tu l'as très bien redit, Marie-Alette, que ça suppose d'abord pour les personnes, mais aussi pour celles et ceux qui les accompagnent, notamment les travailleurs sociaux et travailleurs sociales. Et ça, c'est ma grande préoccupation du moment. C'est pas pour rien qu'il y a de moins en moins de gens, et notamment de jeunes, qui ont envie de faire ces métiers formidables. Moi, je suis né dans le milieu du travail social. J'ai une admiration pour elles et pour eux sans borne. Je sais très bien pourquoi ils n'ont pas envie de se retrouver en situation où ils vont maltraiter des gens. Première proposition, versement automatique des prestations sociales. Ça fait des années qu'on nous balade, on met des noms, revenu universel d'activité, machin, etc. Moi, je me contre-en-fiche du nom. Ce que je demande, c'est que maintenant, rapidement, il y a des expérimentations dont tu parlais, Shainès, notamment chez toi, qu'on ait un versement automatique des prestations sociales. Voilà, on a su faire l'impôt à la source, faisons la solidarité à la source. Premier point. Deuxième proposition, je passe à un niveau plus général. C'est ce que j'évoquais en termes de choix de dépenses budgétaires et d'impôts. Voilà, on sait très bien que pour les politiques publiques, pour être dans la capacité, notamment, M. Allègre, au vu des sommes que vous évoquiez ou d'autres, même si moi je pense, et votre propos n'était pas différent, il y a là un ensemble de dimensions qu'il faut prendre en compte, y compris ce que nous rappelait Marie-Alette sur les dimensions multiples de ce qui se vit en termes d'humiliation quand on est souvent dans la pauvreté. Les choix budgétaires, ciblage de la dépense publique vers celles et ceux qui en ont réellement besoin, fiscalité qui fasse en sorte que celles et ceux qui peuvent contribuer le fassent. Ça, du point de vue de la construction de la solidarité, ça me paraît essentiel. Et je termine par un point qui, pour ma fédération, est essentiel. Il faut, nous semble-t-il, tirer les leçons de 40 ans d'incapacité à faire reculer la pauvreté et la précarité. Redisant qu'on arrive à faire bien des choses, mais ça fait 40 ans que on n'y arrive plus à faire baisser. Tirons les enseignements de la crise Covid et de ce qu'on a su faire collectivement. Et donc, plutôt que d'être dans ces politiques sociales, qui sont des politiques de plus en plus bureaucratisées. On entend souvent les gens nous dire « Attendez, moi, je me souviens d'un monsieur à Clermont, il disait « Moi, ils n'arrivent pas à me mettre dans une case. » Ils n'arriveront pas. Donc, on sort de vision bureaucratique, verticalisée, centralisée de l'accompagnement des personnes. Que l'on mette en place des politiques sociales et de solidarité à partir des personnes, de la continuité de leur parcours, par exemple depuis la rue vers le logement, à partir de leur lieu de vie, avec l'action des collectivités locales, des associations qui sont là, travailleurs sociaux et bénévoles, et travailleuses sociales. Et que on mette à partir de ça en place des politiques publiques dans la durée, que l'on cesse ces politiques sociales de lutte contre la pauvreté à l'urgence, qui ont un coût considérable, d'abord pour les personnes. Ah bah ouais, tiens, vous êtes à la rue, je vais vous proposer un truc, dans le meilleur des cas, pour 15 jours. Puis après, hop, retour à la rue. Un coût également de désordre public, puisque cette société a peur de tout, partout. Ça veut dire quoi de laisser des gens qui sont dans des addictions à la rue, à côté d'une école, alors qu'on sait très bien que si enfin on mettait en place des salles de consommation à moindre risque, on gérerait différemment la situation des personnes et l'ordre public. Et donc, regardons qui sont les personnes qui sont dans les rues de Dijon. Mais à Nancy ou à Villeurbanne ou à Nantes, c'est qui est dans la rue aujourd'hui? Ce sont des femmes victimes de violences qui ont été contraintes de quitter leur domicile et pour lesquelles il n'y a pas de solution. Parfois avec des enfants. Est-ce que ça n'est pas moins coûteux pour la dignité des personnes, et notamment des enfants, pour l'ordre public et pour les finances publiques, que d'avoir une politique dans la durée, concertée, partant de la situation de ces femmes, à partir de leurs paroles et de la participation des personnes, plutôt que d'un coup de mettre un dispositif là, puis l'enlever, puis dire qu'il y a une autre priorité, financer, plus financer, faire des appels à projets. Qui est-ce qu'on trouve dans les rues? Des hommes et des femmes qui ont des problèmes de santé mentale,
Parce que ça fait 10 ans qu'on ferme des lits. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? On a des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, en dépit des efforts des départements et des travailleurs sociaux, mais ça devient impossible. Combien de jeunes à la rue sortent de l'aide sociale à l'enfance? C'est quoi le moins coûteux? Pour les personnes, pour la dignité des personnes, pour l'ordre public, pour les finances publiques? Monsieur Allègre l'a redit, combien de femmes qui travaillent? 25% à Nancy, tu le sais, Chénès, des gens qui sont à la rue et que nos associations accompagnent, bossent. Quand est-ce que les entreprises de ce pays vont comprendre que c'est dans leur intérêt d'employeur, l'intérêt collectif, que ces hommes et ces femmes soient rémunérés convenablement? Que des femmes qui ont des problèmes de garde d'enfants, qui sont seules avec leurs enfants, puissent avoir des modes de garde? Dans les rues de Dijon, comme partout, des étrangers et des étrangères interdits de travailler parce que la possibilité d'accès au séjour en préfecture devient majeure. Qu'est-ce qui est le plus coûteux? Que ces hommes et ces femmes, je mets de côté les délinquants qui, à mes yeux, doivent retourner dans leur pays. C'est très clair. Mais l'immense majorité d'entre elles et d'entre eux ne demandent qu'à travailler. Les entreprises ont besoin d'eux et d'elles. Plutôt qu'elles soient à la rue, dans nos structures, qu'elles puissent travailler, vivre avec leur famille. C'est quoi qui est le plus coûteux? Donc voilà. Changeons ces politiques-là, mais au nom d'abord de la dignité des personnes, mais aussi de ce qui obsède cette société, c'est-à-dire l'ordre. Je le dis souvent, ça passe plus ou moins bien. Je suis fils de 68 arts, donc je sais très bien quand je dis ça ce que je vais immédiatement provoquer. Les hommes et les femmes dorment, c'est vous et nous. C'est pas seuls et ceux qui font comme c'est les grands malins et qui en réalité laissent les gens à la rue, dans la dignité et dans la pauvreté. Donc, ce que je suggère fondamentalement, c'est ce changement d'approche, de manière à ce qu'on puisse enfin tirer les leçons, et je termine par ça. Pourquoi est-ce qu'il faut changer de logique bureaucratique? D'abord parce que moi, la raison pour laquelle je déteste la bureaucratie, c'est parce que je suis un fonctionnaire, donc je sais que les fonctionnaires sont parmi les victimes directes de la bureaucratie, mais c'est surtout parce que c'est de l'humiliation quotidienne. C'est la maltraitance dont parlait Marie-Hélène. Et donc, ce qui est devant nous, c'est justement d'être dans la capacité à lutter contre la pauvreté, non pas à partir de je sais pas qui dans son bureau qui décide qu'il y a des cases, des dispositifs et des appels à projets, mais à partir de ce que vivent les gens, leurs possibilités, leurs impossibilités. C'est pour ça que j'adore, vous en parliez, Territoire zéro chômeur de longue durée, dont nous sommes avec ATD les cofondateurs, parce qu'on part de ce que les gens veulent faire, ont envie de faire, ne sont pas capables de faire, parce qu'il y a eu telle ou telle chose dans leur vie. Et donc que l'on parte de ça, que l'on construise à partir de ça, et je termine là-dessus. On sort du chômage de masse. En fait, on devrait tous faire la fête. On devrait tous être en train de faire la fête dans ce pays. On sort du chômage de masse. Eh ben non. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le plein emploi qu'on nous prépare pour l'instant, c'est un plein emploi avec de la précarité et de la pauvreté partout. Et donc ça suppose d'autant plus qu'on soit au plus près des hommes et des femmes et de leur rapport au travail. Certaines et certains ne pourront jamais travailler. D'autres, grâce à l'insertion par l'activité économique et à nos associations, vont pouvoir y arriver. Tout ça, ça ne rentre pas dans des cases. Et donc ça suppose que nous changions d'approche dans ces politiques de lutte contre la pauvreté. Alors, merci à tous. Je m'excuse vis-à-vis du public parce que là, on arrive au terme de ce débat-là. On n'a pas eu le temps de prendre des questions du public. J'en assume la responsabilité, c'est de ma faute. J'aurais dû mieux mener ces débats. En même temps, je crois qu'on a bien balayé le sujet. J'espère que vous avez trouvé matière à nourrir vos réflexions et votre action. Merci à tous.